C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, Groenland-Russie, l'affrontement inévitable. Sommes-nous dans le déni? Sommes-nous trop faibles? Sommes-nous désarmés? Il faut être prêt à faire face à un engagement majeur d'ici 3 ou 4 ans, prévient Emmanuel Macron. Un appel au réveil. Il n'est pas le seul à le faire. Il faudra que nous soyons à la hauteur, sinon nous serons les faibles du monde. Ça, ce sont les mots du général Pierre de Villiers. Alors, se réarmer, d'accord, pour ne pas être faible, d'accord, mais ça passe par quoi? Quels seraient nos besoins concrets? Et puis d'où vient le danger? Au nord, qui sait à quoi joue Donald Trump? Insatiable sur le Groenland, il ne lâche rien face à nous, avec toujours cette stratégie, laisser planer le doute sur l'intervention militaire. Mais nous voilà obligés d'imaginer des scénarios maximalistes et nous voilà qui envoyons des militaires français sur l'île pour lui faire face. Quels militaires, combien, pour faire quoi? La France doit-elle affronter Trump au Groenland? Tout ça, on en parle dans quelques instants. Et puis à l'Est, il y a la Russie. Nous sommes à portée de tir, dit le président. En quoi le sommes-nous concrètement? Et sommes-nous prêts là encore? Écoutez, regardez. Pour l'instant, on se prépare à une guerre éventuelle dans les 3 à 5 ans. Et aujourd'hui, nos industries d'armement, y compris américaines, ne sont pas capables de faire face à cette menace de guerre réelle. Et seule la force fait reculer la violence. Et dans les rapports de force, il faudra que nous soyons à la hauteur. Sinon, nous serons les faibles du monde. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Benbern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Merci beaucoup d'être là, Margot Haddad. Margot Haddad, éditorialiste internationale LCI. Guillaume Roquette, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Colonel Michel Goya, merci également d'être là, bien sûr, consultant militaire LCI et auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Le grand dossier Groenland-Russie, l'affrontement inévitable, c'est donc parti. Des mots qui sonnent comme une alerte. Il faut être prêt à faire face à un engagement majeur d'ici 3-4 ans. Il a eu ces mots forts, le président, lors de ses vœux aux armées aujourd'hui. Écoutez. L'accélération des périls dans ce monde si brutal, et soyons clairs, nous sommes en retard. Ne pas attendre. L'histoire ne pardonne ni l'impréparation, ni la faiblesse. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Faire plus vite et faire plus fort. Et faire face, si nous devions y être confrontés, à un engagement majeur d'ici 3 à 4 ans. Dramatisation? Et si dramatisation nécessaire ou excessive? On voit que la guerre est revenue sur le continent européen, une guerre qui n'est pas une opération militaire, comme le dit le président Poutine, mais une vraie guerre de haute intensité. Et la menace, c'est que cette guerre puisse se propager au reste de l'Europe. Alors, est-ce que ça veut dire des chars russes dans Paris? Je n'y pense pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'un de nos alliés pourrait être attaqué de la même façon que l'Ukraine l'est aujourd'hui? Ce n'est pas du tout impossible. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous sommes en train de perdre notre allié le plus important, celui qui a assuré la sécurité de l'Europe pendant presque 80 ans. Et ça, c'est ça qui rend le besoin de se réarmer de plus en plus important, parce que la France, comme tous les pays de l'OTAN, s'est finalement reposée sur cette alliance atlantique qui assurait notre sécurité, pas forcément des Russes, mais la sécurité de toutes les menaces, y compris la menace du terrorisme. Aujourd'hui, les Européens et la France sont de plus en plus seuls dans un monde de plus en plus imprévisible et de plus en plus dangereux. On joue à se faire peur, Guillaume Roquette? C'est possible. C'est-à-dire que quand le président de la République dit on peut avoir un conflit majeur d'ici 3-4 ans, on ne voit pas très bien quelle forme il pourrait prendre. Ça fait maintenant presque 4 ans que les Russes ont envahi l'Ukraine et ils ont avancé de 110 km et depuis lors ils sont bloqués. On peut imaginer qu'il y a aussi des considérations de politique intérieure dans de telles déclarations pour un chef de l'État très affaibli et qui, et c'est bien naturel, voudrait peut-être provoquer ce qu'on appelle l'effet drapeau, c'est-à-dire une forme d'union nationale. Pour autant, vous connaissez la formule, si tu veux la paix, prépare la guerre, il est très possible qu'on soit effectivement avec un conflit qu'on n'a pas anticipé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui plus exactement à formaliser, et on ne peut pas se permettre d'être pris par surprise. Donc, dans le doute,
Et c'est vrai que j'ai un doute. Dans le doute, il faut se préparer parce que sinon ce serait trop tard. Emmanuel Macron, il dit aussi, pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite, il faut faire plus fort. Appel au réveil, je le disais, et il n'est pas le seul, je le disais. Il faudra que nous soyons à la hauteur, sinon nous serons les faibles du monde. Voilà ce que dit le général Pierre de Villiers dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, colonel. L'équation est simple. L'Europe a désarmé alors que les puissances, en fait, revenaient sur le devant de la scène et elles réarmaient. Et s'armaient, la Russie qui est sortie un peu de son chaos et qui s'est réarmée à partir du milieu de la première décennie du XXIe siècle, à grande vitesse. Les États-Unis qui ont toujours été en réalité puissants et forts, parce qu'ils se sont donné les moyens de l'être. C'est-à-dire, le contribuable américain, il paye 2 fois plus pour son armée que le contribuable français, au passage. Et puis vous avez la Chine qui apparaît, etc. Donc vous avez un jeu de puissance qui s'est développé depuis une dizaine d'années, avec des acteurs qui sont dotés d'instruments militaires leur permettant de peser sur les événements, et au milieu de tout ça, petit continent européen qui lui a continué à désarmer jusqu'à une époque très récente et qui maintenant se retrouve un peu seul, avec une menace à ses frontières, une double menace même maintenant, puisqu'il peut être attaqué par la Russie, très clairement, donc c'est le scénario sur lequel évidemment on se prépare, mais il est visiblement menacé aussi à l'ouest, du côté de la périphérie arctique, du Groenland, mais en même temps, il perd ses capacités de force aussi dans le reste du monde. Donc on est en danger, il faut être clair. On est en danger, Margot Haddad ? On est en danger surtout parce que l'administration américaine a compris un levier extrêmement important, c'est que les garanties de sécurité américaines étaient un levier de chantage pour nous, les Européens, et que nous, concrètement, nous n'étions pas prêts. À partir de ce moment-là, je rejoins aussi les propos de Guillaume Roquette, qui parle aussi de situation nationale, parce que pour l'instant, on n'a pas de budget, et on se prive également de l'augmentation du budget militaire proposé par Emmanuel Macron, de ces 6,7 milliards qui devaient être en plus cette année dans le budget de la défense. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez ni les fonds, et en plus de ça, vous avez votre allié principal qui, dans les dividendes de la paix, était très utile, les Américains qui, eux, ont produit en masse, et on se retrouve avec l'allié qui nous protégeait d'une certaine manière, et également de l'argent en moins. Donc face à ça, on fait quoi ? Est-ce qu'on est en retard, comme le dit Emmanuel Macron ? Oui, très clairement. Alors en tout cas, on est en danger, ce sont vos mots, Michel Goya, on les a inscrits même en bas de l'écran, mais on va se demander comment faire pour ne pas être ou ne plus être faible dans un monde de forts. Par quoi ça passe concrètement ? Quels seraient nos besoins concrets pour se réarmer ? Comment faire ? Emmanuel Macron, il a fixé 3 priorités dans ses propos aujourd'hui. Alors ça va de l'augmentation des stocks de munitions de tout type, au renforcement de la protection des hommes, en passant par le développement d'un système d'alerte avec des satellites et des radars. Mais on va plus loin et on décrypte tout ça ensemble, colonel, pour nos téléspectateurs. Colonel, l'augmentation des stocks de munitions de tout type, en quoi sommes-nous faibles sur ce point et de quoi concrètement avons-nous D'accord. besoin ? Alors si vous voulez, pour faire simple, la guerre en Ukraine a été un grand révélateur d'un certain nombre de lacunes. La difficulté, quand on a vu ce qui se passait, quand on a vu comment la guerre évoluait et les difficultés qu'on avait simplement à aider l'armée ukrainienne, c'est là où on a été obligé de constater qu'on avait un certain nombre de lacunes. Parmi ces lacunes, tout simplement, des munitions. C'est-à-dire qu'on a fait des économies sur les obus, des économies sur les missiles, sur tout un tas de trucs. On a fait des économies sur plein de choses. Et maintenant, on paye le temps de ces économies. Donc concrètement, ça signifie que dans la loi de programmation militaire, qui est de 2024 à 2030, on a inscrit un investissement de 18 milliards d'euros uniquement pour fabriquer des munitions qui nous manquent. Mais des trucs très simples, des obus d'artillerie. On a bien vu combien on avait du mal à aider l'Ukraine de ce point de vue. On a vu combien aussi la guerre nécessitait de ce genre de munitions. Problème de missiles, les missiles antiaériens par exemple. Là aussi, c'est devenu quelque chose de rare. Si vous voulez, et je termine là-dessus,
on est passé dans l'industrie à de l'industrie où on fabriquait en série à de l'artisanat. Voilà, on fait de l'artisanat et un peu de l'artisanat de luxe. Maintenant, il faut revenir à la série. Alors, le développement d'un système d'alerte avancé s'appuyant sur des satellites et des radars permettant de détecter des tirs de missiles à longue portée. Voilà aussi l'autre priorité mise sur la table par le président français. Vraiment, là, aidez-nous à y voir plus clair. Oui, alors ça, c'est le deuxième chantier. Effectivement, alors système d'alerte avancé, c'est des systèmes qui permettent de voir très loin et qui vous permettent de voir notamment les tirs de missiles d'origine russe. Au Groenland, la base américaine, c'est en réalité un immense radar d'alerte avancée, dit trans-horizon. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est aussi un peu dépendant des Américains pour beaucoup de ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut développer, il y a un programme qui s'appelle le programme Nostradamus, qui consiste à se doter en Europe d'un radar trans-horizon, qui permet de voir très loin et de suivre les départs de missiles intercontinentaux, nucléaires en particulier. Il faut développer évidemment tout ce qui est surveillance spatiale. Donc la France, par exemple, a mis en place, il y a 3 satellites d'observation optique, on a 3 satellites également qui permettent de faire de l'écoute. On est en train de développer des flottes de petits satellites qui permettent de déceler, par exemple, des radars. Mais on est en train aussi, plus basiquement, de réfléchir à comment remplacer nos avions radars aussi, c'est très important, les AWACS, achetés aux Américains, et les remplacer par des modèles européens, suédois, puisque nous, on n'en fabrique pas. Donc c'est aussi un immense chantier qui concerne la France, mais qui concerne en réalité toute la sécurité de l'Europe. Et donc, 3e priorité sur la table selon le président. Oui. Je vous la soumets et je vous pose la question. Comment renforcer nos moyens de protection des militaires ? Ça passe par quoi ? La défense sol-air, anti-drone ? Oui, alors on va en reparler un petit peu plus, je pense, avec le missile Oreshnik. Mais parmi les lacunes ou parmi les défis qui se posent à nous, ce sont ceux en réalité qui se posent aux Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils reçoivent des salves de missiles balistiques, missiles de croisière presque tous les jours. Et en même temps, ils reçoivent des salves de drones à longue portée presque tous les jours. Or, ce que font les Ukrainiens, nous, on n'est pas capable de le faire en Europe. On a des moyens techniques qui sont plutôt bons pour intercepter les missiles, mais on n'en a pas assez. Et donc, il faut, là aussi, c'est un énorme chantier. Les drones, les centaines de drones qui nous tomberaient dessus, on ne sait pas les intercepter. On aurait beaucoup de mal à le faire. Donc, on a tout à réinventer en la matière, en imitant très largement les Ukrainiens. Et en même temps, il faut se doter en propre, entre Européens, de moyens de défense solaire. En gros, des missiles sol-air, performants, modernes et nombreux. Merci infiniment, colonel Goya. La morale de l'histoire, c'est qu'on est très loin du compte aujourd'hui. Et sommes-nous déjà, en gros, est-il déjà trop tard ? Sommes-nous déjà des faibles dans un monde de forts ? Alors... En matière de défense. En matière de défense, il y a tous les états-majors européens, et je parle beaucoup aux Britanniques par exemple, disent oui, nous sommes en retard. Et moi, une chose qui me fait beaucoup plus peur, c'est la dépendance que nous avons en matière de numérique par rapport aux États-Unis. Parce qu'avoir toutes ces munitions, avoir toutes ces protections solaires, c'est très bien. Mais nous sommes en Europe tellement dépendants, que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine gouvernemental, que ce soit dans le domaine du privé, nous sommes tellement dépendants du numérique américain que je crois que notre vrai talon d'Achille, il est là, que augmenter les dépenses militaires, se réarmer militairement, sans passer par un réarmement numérique, nous laisserait encore très exposés et très faibles et très dépendants des Américains. Margot Haddad ? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Samantha, mais il y a aussi un problème de volume. C'est-à-dire que quand on parle d'une armée échantillonnaire, c'est-à-dire qu'il y a en fait tout type de forces disponibles, mais pas assez de volume, c'est aussi problématique. Quand on parle de ces achats de munitions, on a mis en place des achats de munitions au niveau européen qui ont tardé, avec l'initiative notamment de la République tchèque, qui avait été un programme en commun. On a mis aussi en place le programme SAFE pour essayer de faire des crédits pour pouvoir justement acheter d'autant plus en matière de défense. Mais que fait-on aussi du Royaume-Uni dans cette équation-là ? On a eu ce deal au niveau de la dissuasion nucléaire qui a été fait en juillet, essayer de faire en sorte de rallier notre dissuasion nucléaire. Mais par exemple sur le programme SAFE, le Royaume-Uni ne s'est pas joint aux forces européennes. Ça, c'est aussi problématique. Mais d'ailleurs,
quel point cette alliance est solide ou non. Eh bien, je me permets justement d'alimenter votre argumentaire. Il y a un papier dans Le Monde aujourd'hui sur les doutes de l'Allemagne concernant la défense européenne et disant on va peut-être travailler en fait à 3. Ou alors même c'est le retour des nations, quoi. Chacun va penser nationalement d'un point de vue de défense. Et c'est ça ce qui s'écrit? Parce que le reste est en train de capoter? On le voit bien avec l'avion du futur. On en parlait avec le colonel Goya ou encore le char du futur. C'est les mêmes problèmes. On a ce problème du choix de quel dispositif allemand on met sur ce char, quel dispositif français on met sur ce char. Alors le problème est autour de la tourelle. On n'a toujours pas réglé le problème, à ce que je sache, à l'heure actuelle. Donc on prend du retard. C'est-à-dire que ces coopérations entre industriels, elles sont aussi problématiques parce que chacun a dit très clairement moi j'ai la meilleure technologie, moi j'ai la meilleure technologie et au final on arrive à des projets qui n'arrivent pas à terme. C'est pareil pour les forces de l'Union européenne, ça je tiens à le dire, cette force de déploiement rapide qui est opérationnelle depuis 2025 de 5000 soldats, la décision se prend à l'unanimité. Donc on en revient toujours à ça en fait, à ce problème de qui décide, à combien on décide et comment on fait pour décider. En tout cas, en interne, Emmanuel Macron, lors de ses vœux, il a aussi mis un gros coup de pression, on va le dire comme ça, aux industriels de défense. Non mais c'est vrai, feu dans la très grande profondeur, défense sol-air, il veut accélérer le réarmement de la France. Il appelle les industriels de défense à produire plus vite pour répondre à la demande. Et voilà ces mots précisément. Nous avons besoin de produire plus vite, de produire en volume, de massifier encore davantage avec des systèmes plus légers et de façon innovante, sous peine de se faire sortir du marché. Alors, pardon Guillaume, juste petite question. Les feux dans la très grande profondeur, alors, oui, ça veut dire quoi? C'est un tir, on tire au-delà de 500 km. D'accord. Voilà, c'est des missiles essentiellement. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas, par exemple. D'accord. Et donc ce coup de pression sur les industriels, cette impression qu'on est déjà trop faible par rapport à d'autres États très forts? Je ne pense pas qu'on soit trop faible, mais on a effectivement un outil industriel militaire qui est sous-dimensionné. Et il y a un certain nombre de verrous, de goulets d'étranglement qu'on ne peut pas lever facilement. On parlait, les déclarations du président de la République, elles se passent devant un Rafale. Jamais le groupe Dassault n'avait livré autant de Rafales qu'en 2025. Ils en ont livré 26. Je crois que c'est un record. Mais ils ne peuvent pas faire plus. Parce que, si vous voulez, ce sont des emplois extrêmement qualifiés, donc qui se trouvent pas forcément facilement. Et puis surtout, l'industrie militaire, c'est une industrie complexe, avec une myriade de sous-traitants, qui eux aussi ont un problème d'échelle. Et puis, il y a quand même une responsabilité de l'État. Parce que, quand vous êtes un industriel, pour produire davantage, il faut investir, il faut acheter des machines, il faut embaucher des gens. Pour ça, vous devez avoir de la visibilité. Or, si les déclarations du président de la République sont très claires, s'il y a une loi de programmation qui donne de la visibilité, les commandes ne sont pas forcément signées. Or, c'est ça qu'attendent les banquiers pour financer les industriels. Je vois votre petit bracelet bleu, parce que c'est les 200 ans du Figaro, ça rappelle aussi le groupe. Bien sûr, absolument. On peut rappeler que le groupe Dassault est propriétaire du Figaro. Alors, on rappelle, joyeux anniversaire. Merci, oui, je ne fais pas mes 200 ans. Non. Ah bon? Et colonel Goya, plus sérieusement, quand on pose la question, un conflit majeur dans 3 ou 4 ans, est-on prêt? Donc la morale, selon vous? Ça dépend quel conflit majeur et ça dépend. Ce qu'il faut c'est être prêt pour le dissuader en réalité. Donc pour le dissuader, il faut être fort. Pour dissuader la Russie d'attaquer des pays baltes, dissuader la Russie d'attaquer la Finlande ou n'importe quel autre pays. Il faut être en face de la Russie et être suffisamment fort. Le problème que l'on a, et notamment c'est un problème industriel, c'est que c'est devenu l'un des industries de défense, c'est devenu des gros paquebots. C'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait inventer un char en 1 an, un nouvel avion en 2 ans, le fabriquer en série par centaines et par milliers. Maintenant, c'est fini. On conçoit un nouvel engin dit majeur en 10 ans, en 20 ans, et on le produit. Le Rafale, effectivement, c'est un record de production, mais on en produit 4 par mois. C'est ce que je disais tout à l'heure. On fait de l'artisanat et c'est très dur d'un seul coup de claquer des doigts et de faire évoluer la production. D'où, et là, j'insiste là-dessus quand même. Donc Emmanuel Macron engueule l'industrie de défense. Il a parfois raison. Il dit voilà, les industriels, ils vont faire surtout, ils sont très conservateurs technologiquement, ils vont faire surtout du high-tech, très cher, très, très coûteux, etc. Il engueule parce qu'ils ont raté les drones, mais on pourrait dire aussi donnez-nous des crédits, investissez, et puis là on fera. Et puis 2, pourquoi vous n'avez pas anticipé tout ça? En Corée du Sud, l'État, il a aidé les entreprises à être capables de mobiliser beaucoup plus vite, de maintenir une capacité de surproduction. Nous, on n'a rien anticipé du tout, et maintenant, on se retrouve un peu comme des cons.
Voilà, ça c'est dit. En quelques mots, Margot. Base industrielle et technologique de défense, 4000 entreprises, mais principalement 8 grands maîtres d'œuvre, dont Dassault, Airbus, ces grands groupes qu'on connaît bien, qui représentent 80% du chiffre d'affaires de la défense, mais qui ont, eux, des milliers de sous-traitants. Ces petites PME qui, elles, vont donner tout ce qui est microprocesseurs, les petits engins qui vont participer à la construction de ces grosses armes, elles aussi ont besoin de visibilité. Il est là véritablement le problème. Jean-François Colosimo, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Historien, directeur général des éditions du CERF et auteur du livre Occident ennemi mondial numéro 1 aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Groenland, la France envoie des hommes. On va vous dire ce que l'on sait de cette mission qui a été lancée au Groenland. Combien de militaires s'y trouvent déjà? Quel profil et pour quelle mission? Et puis quel message envoyé à Trump pour dire nous sommes prêts à vous affronter? Et dans les faits, est-ce vrai? Sommes-nous prêts? Est-ce de nature réellement à le tenir en respect, le patron de la Maison-Blanche qui, regardez, ne lâche rien? Je ne vous dirai pas ce que je suis prêt à faire, c'est certain. Je n'écarte aucune option. Mais le Groenland est très important pour la sécurité nationale, y compris pour celle du Danemark. On vous parle aussi de la Russie dans un instant. Groenland, Russie, l'affrontement inévitable, on en parle ensemble. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu Groenland, Russie, l'affrontement inévitable. Mais pour l'heure, c'est le rappel des titres. Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman ont convaincu le président américain Donald Trump de, je cite, donner une chance à Téhéran. C'est ce qu'a affirmé ces toutes dernières heures un responsable saoudien. Parlons du placement d'épargne préféré des Français. Il sera bientôt moins rentable. Le taux de rémunération du livret A va passer de 1,7% à 1,5% à compter du 1er février. C'est l'annonce du ministre de l'économie, Roland Lescure. Et puis c'est une première. La NASA a dû évacuer un équipage de la Station spatiale internationale à cause d'un problème de santé. Ils sont arrivés sur Terre. La NASA n'a pas communiqué sur la nature de ce problème ni sur l'identité de l'astronaute concerné. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc toujours ce grand dossier Groenland-Russie, l'affrontement inévitable. Et je suis toujours ravie d'être sur ce plateau avec Samantha Bendern, le colonel Goya, Margot Haddad, avec Guillaume Roquette. Et merci encore une fois Jean-François Colosimo de nous avoir rejoint, historien, directeur général des éditions du CERF et auteur du livre Occident ennemi mondial numéro 1 aux éditions Albin Michel. La France va envoyer d'autres moyens terrestres, aériens et maritimes ces prochains jours au Groenland, a assuré Emmanuel Macron à la mi-journée. Mais déjà, des militaires français sont arrivés au Groenland. La France va participer à une mission militaire européenne. On vous dit tout dans un instant. Mais d'abord, direction Nuuk, Groenland, avec Roxane Sigula et Pierre Dehorne qui suivent l'arrivée de ces premiers militaires français. Les militaires français sont arrivés dans la nuit ici, dans ce bâtiment bleu, le commandement militaire du Danemark au Groenland. Et c'est ici que tout va se jouer, que les militaires danois, français et puis bientôt allemands, norvégiens et suédois se réuniront et prendront toutes les décisions pour l'OTAN. Alors merci beaucoup à notre équipe sur place. Pourquoi les avoir envoyés? Quel message et les raisons de ce message? La France face à Trump au Groenland. D'abord, on avance encore une fois. Édition spéciale Michel Goya, aujourd'hui sur LCI. Colonel, que sait-on sur ces soldats français arrivés au Groenland? Bon, d'abord, une première remarque, les soldats français, ils viennent régulièrement au Groenland. C'est pas une première, hein. C'est-à-dire que vous avez le groupe de montagne, groupe militaire d'haute montagne, qui sont les vrais spécialistes du grand froid, les groupes de commandos de montagne, ils viennent régulièrement au Groenland faire des raids et s'entraîner. Au mois de septembre dernier, il y avait un exercice dans la région où vous avez eu un avion ravitailleur de l'armée de l'air, vous aviez un bâtiment de soutien de la marine qui était au Groenland, plus également des chasseurs alpins. Donc là, on assiste maintenant en réalité non pas à une opération, mais à la préparation d'une opération. Il faut être très clair là-dessus. C'est pas les quelques soldats qui sont là qui vont avoir un effet quelconque stratégique. Et donc, parmi ces éléments qui sont envoyés, ce qu'on appelle un élément précurseur en termes militaires, il y a le noyau dur, il est formé par l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne, les chasseurs alpins, pour faire simple.
et qui sont là, un certain nombre de petits groupes, 13 a priori, ou 14, qui sont là simplement pour préparer la suite. Il faut être clair là-dessus. Et donc oui, pourquoi eux? Tout simplement parce que ce sont les spécialistes français du froid, du combat dans ces zones. Ils font, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'exercices en Norvège aussi, ou au Groenland. Et donc, c'est ça que c'est le plus important, c'est est-ce que cela préfigurera la présence d'une unité de chasseurs alpins beaucoup plus importante, terrestre, sur le sol groenlandais, au moins une compagnie peut-être, et puis ensuite préparer aussi, Emmanuel Macron l'a évoqué, la possibilité de bâtiments de la Marine nationale ou peut-être de moyens aériens. Donc voilà, donc c'est, encore une fois, ce sont eux les spécialistes, ce sont des officiers de l'état-major de la 27e brigade de montagne, d'infanterie de montagne, qui est là pour préparer la suite et une opération de plus grande ampleur et certainement, surtout, c'est ça qui est important, de longue durée. Alors, pour mieux faire connaissance encore avec ces militaires de l'extrême, regardez cet extrait d'un reportage signé François-Xavier Ménage. C'était en 2022. C'est assez rare de pouvoir suivre pendant plusieurs jours ces hommes. Regardez cet extrait. 300 mètres de vide sous ses pieds. Léo est militaire, alpiniste 5 étoiles. Il avance à main nue. Une corde pour la sécurité. La pratique est si intense qu'en 48 heures, il peut perdre jusqu'à 4 kilos. Aujourd'hui, ce soldat s'entraîne dans les Alpes. Demain, ce sera le Groenland. Les hommes du groupe militaire de haute montagne parcourent le monde. L'Everest, la cordillère des Andes, l'Antarctique, dans des conditions extrêmes. Avancer quoi qu'il arrive, défi physique et moral. Si attendre s'arrache, on est mort. Voilà. C'était en 2022 et il disait déjà demain ce sera le Groenland. Colonel Goya, cette présence militaire française, elle s'inscrit, je le disais, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Arctic Endurance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est une opération, alors ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas une opération de l'OTAN, spécifiquement OTAN. Arctic Light, il y a au mois de septembre, c'était une opération OTAN. Là au départ c'est une opération danoise, à laquelle sont venus se greffer d'autres pays, des pays européens. Alors ces pays alliés du Danemark les plus proches alliés, en réalité, c'est les pays scandinaves, donc c'est la Norvège et la Suède qui sont présents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez l'Allemagne qui accepte de participer à cette opération. Ce n'était pas forcément évident pour l'Allemagne, la France, bien sûr, et le Canada, qui ont tous envoyé quelques personnels. Au total, il y a 30-40 personnes pour, en réalité, comme je disais tout à l'heure, préparer la suite. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que c'est une coalition. Alors, c'est pas au nom de l'Union européenne, c'est pas au nom de l'OTAN, c'est un groupe de pays, une coalition ad hoc, qui a été formée pour, alors officiellement pour protéger le Groenland contre toutes les menaces du monde entier, y compris la Russie, la Chine, etc. Mais en réalité, on sait très bien qu'il s'agit de symboliquement marquer le coup et dire que voilà. Un certain nombre de pays sont prêts à défendre ce Groenland contre quiconque. Alors on va revenir sur l'analyse effectivement de ce message XXL envoyé par ces pays, mais vous l'avez effleuré il y a quelques instants. L'annonce d'Emmanuel Macron à la mi-journée également, c'est de dire que la France va envoyer encore d'autres moyens terrestres, aériens, maritimes dans les prochains jours. Ça peut passer par quoi? Comment on peut encore monter en puissance dans cette entreprise? Alors après, oui, alors il faut des moyens qui sont, alors ce ne seront pas des moyens gigantesques, c'est pas le but. On ne va pas déployer une brigade complète, on ne va pas déployer toute la brigade de chasseurs alpins au Groenland. Non, il s'agit d'avoir des moyens qui sont suffisamment conséquents pour être un petit peu crédibles, mais avec une difficulté quand même majeure, il faut des infrastructures, il faut des éléments. Je rappelle, le Groenland, c'est la population de Périgueux. Donc en réalité, c'est tout petit. Les infrastructures sont assez limitées. Et donc, ils sont là surtout voir comment on fait pour installer peut-être une compagnie de chasseurs alpins, peut-être des bâtiments de la marine, où, quel port, à quel endroit, à quel moment, où est-ce qu'on peut poser des avions, quelle base. Alors, construire une base complète, ça demande beaucoup de temps en réalité. Donc, on n'est pas à construire une base équivalente à celle de Pituffik pour les Américains, mais il faut quand même s'installer, trouver des choses pour, et j'y reviens, durer. Merci beaucoup, colonel Goya. Merci beaucoup, Jean-François Colosimo. Alors, je disais, message XXL. Enfin, estimez-vous qu'il y a de quoi impressionner Donald Trump avec cet envoi d'hommes
au Groenland? Je crains que non, pas du tout, et je vais expliquer pourquoi. Il faut faire une évocation un peu plus longue dans le temps. Rapidement, en 1914, la France et l'Angleterre dominent le 30% à 40% du globe avec leurs empires coloniaux. En 1917 naît l'URSS. Enfin, elle va naître en 1922, mais le pouvoir bolchevique est là. En 1918, il y a plus de soldats américains sur le sol français que de soldats français. Les États-Unis ont fait un effort prodigieux, n'est-ce pas, et ont véritablement bouleversé la donne. En 1945, la France et l'Angleterre, où sont-elles, n'est-ce pas? Il y a deux puissances qui s'affrontent, et la France et l'Angleterre vont revenir en 1956 pour essayer de sauver le canal de Suez, qui est en fait, je dirais, le grand symbole de leurs empires coloniaux. Et évidemment, c'est Moscou et Washington qui vont dire « rentrez chez vous, c'est fini pour vous », n'est-ce pas? Et je crains que, de la même manière que cette affaire de Suez a marqué une véritable bascule dans la représentation géopolitique du monde, parce que ça n'était fini de ces anciens empires coloniaux, je crains que cette affaire du Groenland ne joue à peu près symboliquement la même fonction. Le monde a radicalement changé et on voit que effectivement, quelques pays européens se pressent autour du Danemark, qui n'a quand même jamais été un exemple d'européanité tout à fait absolue, n'est-ce pas, qui a toujours quand même été très tourné vers les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'un coup, on décrète que non, ce Groenland ne va pas le toucher, et surtout que Donald Trump ne va pas le toucher. On engage un bras de fer qui va se démultiplier, qui ne va pas avoir que le Groenland comme théâtre, et on va voir quelle est la détermination des Européens. On voit bien l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est de montrer malgré tout que cette fameuse défense européenne, qui est un serpent de mer, devrait exister, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, les 12 coups de minuit ont retenti, et je ne sais pas si cette figuration polaire suffira à écarter le déclin. Est-ce qu'il y a là les premières lignes d'une confrontation de l'Europe face à Donald Trump qui sont en train de s'écrire? Non, dit le général de Villiers, non, on ne s'attaquera pas aux États-Unis, on est trop dépendant d'eux. Pour résumer, regardez. Les États-Unis financent plus de 50% de l'organisation, de l'OTAN, et nous serions contraints d'attaquer les États-Unis. Non, cette situation... je pense, n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'action militaire contre les États-Unis. C'est absolument impensable. Nous sommes dans les rapports de force, précisément, et c'est pour cela que nous devons absolument, en Europe, dans nos démocraties européennes, prendre conscience de la nouvelle situation. Vous êtes tous d'accord avec ça? On peut envoyer quelques hommes, et certains disent que c'est dérisoire, parce que c'est 2 Norvégiens et 15 Français, mais jamais on ne rentrera directement dans le conflit avec un homme qui finance 50% de l'OTAN? Moi, j'arrive pas à répondre à cette question, et pourtant je me la pose beaucoup. La question que je me pose, c'est si les États-Unis décident de s'emparer militairement du Groenland, et si nous avons des troupes européennes sur place qui sont là, on va dire, pour défendre... Pour aider le Danemark et le Groenland à défendre cette île, que fera-t-on? Parce que soit on répond, soit donc si quelqu'un tire dessus, eh bien, il faudra bien répondre, ou alors on ne répond pas. Et dans les deux cas de figure, ce sera catastrophique pour l'Europe et pour la projection de force européenne. Je ne sais pas ce qu'on fera, et c'est ça la grande question. La dépendance que nous avons vis-à-vis des États-Unis, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas seulement militaire, mais elle est dans tous les domaines, et surtout celui que tous les jours nous utilisons, c'est le domaine du numérique. Et c'est ça la grosse question. Je crois que s'il y a vraiment un potentiel de confrontation entre les États-Unis et l'Europe autour du Groenland, même s'il n'y a pas de réaction européenne, je pense que psychologiquement, il y aura un tel choc pour les Européens que ça pourrait nous permettre de petit à petit nous défaire de cette dépendance. Mais là, nous entrons dans un monde de tellement d'incertitudes où tellement de variantes sont possibles que essayer de prédire est extrêmement compliqué. Mais est-ce que tous les pays voudront se battre vraiment si on y est pour le Groenland? Non, mais d'abord, écoutez, c'est assez simple. Si c'est une situation conflictuelle, le résultat est vite connu. Des soldats français ne vont pas tirer sur des soldats américains qui prendraient pied sur le Groenland. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, vous dit le colonel? Parce que je vois aucun président français, en l'état des choses, en raison de toutes les dépendances que nous connaissons et que Samantha vient de décrire, qui prendrait Alors, le rapport de force peut être un peu conflictuel, mais en fait, l'Europe proteste de sa souveraineté.
Bon, une solution assez simple pour la démonstration de la souveraineté européenne, c'est de convaincre M. Trump, au lieu d'annexer le Groenland, de faire une sorte de leasing, de contrat-bail, mode Hong Kong pendant tout un temps, et que, en fait, le Groenland reste danois et européen, tout en étant, en fait, sous mainmise américaine. Si Donald Trump veut aller au bout, s'il n'est pas impressionné par le fait que l'on poste des troupes européennes au Groenland, s'il veut aller au bras de fer, qui va s'opposer à lui durablement ? Le Danemark, l'Allemagne ? Colonel. Ceux qui auront le courage de le faire. Je reviens sur l'exemple que tu donnais de Canal de Suez. Je suis d'accord, mais bon... En 1956, effectivement, cette crise, c'est la première crise entre Européens et gros malbord, et Européens et Américains. Et la dernière, d'ailleurs. Et la dernière. Oui, non, t'as raison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cette crise, il y a un mouvement en France qui dit finalement les Américains ne sont pas fiables, il faut se débrouiller tout seul, il ne faut pas dépendre d'eux. Et 10 ans plus tard, De Gaulle vire toutes les bases américaines qui sont en France. C'est une vraie crise contre les Américains. Et du côté britannique, on dit oui, les Américains ils sont les plus forts et finalement on va se soumettre et jamais on sera en désaccord avec les Américains. Donc il y a vraiment ces deux tendances qui apparaissent à ce moment-là. Et on est sensiblement devant la même situation. Et moi je dis que oui, effectivement, on peut dissuader les Américains. Mais Suez a été perdu. Oui, non, tout à fait. Suez a été perdu. Et il a fallu 10 ans, il a fallu De Gaulle. Non, mais tu dis, quel soldat français va tirer sur les soldats américains ? Mais je pose la question inverse. Est-ce que les soldats américains accepteraient de tirer sur des alliés, des Européens, des Français ? Il faut bien comprendre ça. Le but, c'est ça, c'est de dissuader, c'est de rendre cette affaire un coup politique important pour les Américains. Là, aux États-Unis, il y a des tas de gens qui disent, mais attendez, on va pas s'opposer militairement, on va pas faire la guerre à un pays allié européen pour les délires de Trump. C'est en train de monter. D'autant plus que ça ne sert à rien. Trump ne prend plus en compte son opinion, enfin. Guillaume Roquette ? Oui, mais je voulais dire deux choses. D'abord, on faisait allusion au canal de Suez. Il y a un autre canal qui peut peut-être nous inciter à un peu d'optimisme, c'est Panama. Parce qu'il y a quelques mois, Trump disait « je vais annexer Panama ». Alors, effectivement, il a récupéré capitalistiquement la société qui gère le canal, mais il a abandonné ses velléités. Donc peut-être qu'il va se passer la même chose pour le Groenland, même si j'en suis pas sûr. Après, Michel Goya dit « c'est une affaire de courage, de tirer ou non contre les Américains ». Mais je pense qu'il y a aussi une affaire de... se mettre en position. Oui, de se mettre en position. Voilà, mais il y a aussi une affaire de lucidité. Il y a aussi une affaire de lucidité. La tragédie pour l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est prise en étau entre d'un côté un adversaire qui apparaît de plus en plus tangible, qui est la Russie, et de l'autre côté un protecteur qui a des velléités de départ, les États-Unis, mais dont on ne peut pas se passer. Et donc la question elle est très claire. Est-ce que on peut prendre le risque de voir les Américains dire « Ok, puisque c'est comme ça, on se barre de l'OTAN, c'est terminé, vous vous débrouillez tout seul », au moment où la Russie n'a jamais été aussi dangereuse. Tout ça pour le Groenland, qui effectivement est un territoire immense, c'est la plus grande île du monde, mais qui a 56 000 habitants, et qui objectivement est plus proche des États-Unis que de l'Europe. À votre avis, combien coûte le Groenland ? Combien coûte, c'est-à-dire ? Combien coûte le Groenland ? Je ne sais pas. Il fallait acheter le Groenland demain, combien coûte le Groenland ? Ça dépend. Ça dépend ce qu'on voudrait financer, mais si on veut doter entre guillemets les 56 000 Groenlandais et qu'on leur donne 1 million d'euros à chacun, je suis pas très fort en maths, mais regardez, NBC News, nos confrères de NBC News ont fait ce petit travail. S'il était à vendre, l'achat du Groenland pourrait coûter jusqu'à 700 milliards de dollars. Non, mais c'est fou d'avoir cette conversation. Estimation réalisée par des universitaires de haut rang et d'anciens responsables américains. Pourquoi ? Parce que c'est dans le cadre de la planification relative aux efforts de Donald Trump. Il a demandé, selon plusieurs responsables américains, à Marco Rubio d'évaluer, de faire une proposition d'achat pour le Groenland. Enfin, on en est là. La transaction, le deal, l'accord, si ce n'est pas l'affrontement, vous y croyez ? Non, mais regardez, vous demandiez le prix. Le prix, c'est, je crois, enfin, de mémoire, 15% des réserves de pétrole à l'échelle planétaire, 20% du gaz. C'est ça le Groenland, tout de même. Hein. Et puis, des milliers de tonnes de ces fameux métaux précieux qui sont indispensables aux nouvelles technologies. Donc il y a une valeur du Groenland, c'est ça que je veux dire, qui est une valeur évidemment stratégique, qui est une valeur aussi de réserve par rapport à la crise climatique, mais aussi une valeur brute
d'apport énergétique et pas simplement stratégique et militaire pour les États-Unis. Qui plus est, c'est dans la continuité un peu là, de cette doctrine Monroe, Donald Trump révisant Monroe, qu'il faut qu'il y ait un continent américain dans toute son étendue qui soit sous domination de Washington. Là, on est véritablement dans une logique impériale, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui va le dissuader de ça ? Est-ce que c'est le fait que quelques pays européens envoient des soldats ? Ça peut le dissuader effectivement d'un coup de force. Mais pas d'une négociation. Ah, d'accord. Pas d'une négociation. C'est autre chose, de négociation. Oui, mais je vous disais, Alors, la solution, ça sera quoi ? Un contrat, un leasing, un contrat bail. Mais en fait, vous aurez quand même l'exercice d'une souveraineté plus immédiate, même si les États-Unis concèdent un certain partage à Berlin, Paris, Oslo et Je déploie mes bras géants pour me tourner aussi vers Margot Haddad. J'essaye de vous donner la parole, allez-y. Ce qui est important dans la réponse européenne, c'est qu'ils prennent Donald Trump à son propre piège, puisque lui, ce qu'il met en avant, c'est qu'il y a une menace russe et chinoise sur le Groenland et que les Européens ne sont pas capables de le faire. Et c'est là où on voit en fait tout le narratif qu'essaie de mettre Donald Trump en place, c'est-à-dire en fait il y a une menace, donc on va essayer de protéger le Groenland, mais en fait il n'y a que d'un deal, parce que les accords multilatéraux que le Groenland a avec les États-Unis, si les États-Unis voulaient rouvrir des bases et mettre d'autres militaires américains demain sur le territoire groenlandais, ils peuvent le faire. Donc là la raison réelle, c'est d'aller chercher les terres rares et les matières fossiles. Les Groenlandais ont ce qu'on n'ont pas beaucoup de gens sur cette planète, mais une conscience écologique. Et dans les dernières élections au Groenland, en 2025, ils ont rejeté le parti qui voulait soutenir les projections de Donald Trump. Donc il y a eu une volonté d'essayer d'acheter un petit peu les Groenlandais d'une certaine manière. Quand on parlait de ce prix-là, combien vaudraient les Groenlandais ? Est-ce que les Groenlandais seraient prêts à prendre cet argent-là ? On a envoyé Charlie Kirk, on a envoyé Donald Trump Jr. sur le terrain pour essayer de convaincre ces Groenlandais de dire voilà, nous, nos ambitions, ce sont les bonnes pour vous et le Groenland. Et ça n'a pas fonctionné. Donc il y aura un deal peut-être fait avec l'Union européenne parce que on ne veut pas d'un affrontement militaire, qu'il soit bel et bien clair, mais il y aura certainement un deal fait sur le dos des Groenlandais. Alors, je voudrais garder un petit peu de temps pour écouter, puisque vous citez tous régulièrement la Russie. On en revient souvent quand même à la Russie. Elle a réagi ces dernières heures. La porte-parole du Kremlin, Madame Zakharova, regardez. Il est important de comprendre que toute tentative visant à ignorer les intérêts russes dans l'Arctique, en particulier dans le domaine de la sécurité, ne restera pas sans réponse et aura des conséquences durables. Notre pays continuera à défendre fermement sa position dans la région afin de maintenir son développement social et économique tout en préservant la nature, le patrimoine culturel et le mode de vie traditionnel de ce peuple ingénieux. Voilà comment la Russie se dit sérieusement inquiète de l'envoi de troupes de l'OTAN au Groenland. Ça vous fait déjà sourire ? Moi, je crois que la Russie doit être en train de se délecter de voir les pays de l'OTAN se diviser, de voir le plus grand, l'important, l'allié le plus important potentiellement se mettre en conflit avec le reste de l'OTAN. Pour la Russie, c'est une vraie aubaine. D'abord, l'OTAN se divise. Ensuite, on ne parle plus de l'Ukraine. Kiev, aujourd'hui, est en train de geler sous les coupures d'électricité, pas de gaz, pas de chauffage, les missiles continuent à tomber. Personne n'en parle, enfin on en parle un petit peu, mais beaucoup moins que d'habitude. Et donc, et en plus, Maria Zakharova, ce que je la vois faire là, c'est renforcer le narratif de Trump pour dire attention, la Russie nous menace et est dangereuse au Groenland. Juste une petite chose sur l'envoi de troupes européennes, sur l'éventuelle défense du Groenland. Moi, je sens dans l'opinion publique française et dans l'opinion publique européenne qui était extrêmement dubitative quant à l'envoi de troupes pour défendre l'Ukraine. Je sens un vrai ralliement de beaucoup de partis politiques, même ceux qui sont traditionnellement anti-intervention en Ukraine, même pro-russe, là aussi se mobiliser contre les États-Unis, parce qu'il y a quand même des relents anti-américains, et de nouveau, surtout en France. Et moi, je verrais beaucoup plus de soutien politique, mais multipartite, pour... Alors, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas s'en prendre aux États-Unis, c'est n'importe quoi, mais l'idée, le fantasme de dire « Allez, oncle Sam, tu rentres chez toi », eh bien, je vois que cette idée
pourrait être extrêmement, pourrait être accueilli plus facilement en Europe. La Russie, on continue d'en parler. Je vous le rappelle, Emmanuel Macron nous appelle à nous préparer à un engagement majeur d'ici 3 ou 4 ans. Il l'a dit aujourd'hui. Et clairement, Moscou reste le grand danger qui nous menace. Nous sommes à portée de tir de la Russie, a dit le président français. Regardez. Ce message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Alors dans les faits, qu'en est-il? Et puis sommes-nous prêts? On en parle encore une fois dans un instant. À tout de suite. Le grand dossier se poursuit. Groenland-Russie, l'affrontement inévitable. Emmanuel Macron nous appelle aujourd'hui à nous préparer un engagement majeur d'ici 3 ou 4 ans. Et clairement, Moscou est le grand danger. Nous sommes à portée de tir de la Russie, a dit Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. Alors, dans les faits, qu'en est-il? Sommes-nous prêts? On en parle toujours avec mes invités que je suis ravie de saluer. Samuel Bendern, Colonel Goya, Jean-François Colosimo, Guillaume Roquette et Margot Haddad. Avant toute chose, Colonel Goya, nous arrêtons sur ces 2 questions que je viens de soumettre. Sommes-nous à portée de tir et sommes-nous prêts? Sommes-nous à portée de tir, Colonel Goya? Vous avez, je le précise quand même, écrit ceci ces dernières heures. Faut-il avoir peur du missile russe à vocation nucléaire Oreshnik? Parce que c'est bien lui qui est dans le viseur du président français. Qui a été cité effectivement par le président comme étant une menace particulière et assez nouvelle. Alors l'Oreshnik, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un missile balistique à portée intermédiaire, IRBM en termes techniques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une fusée qui peut tirer jusqu'à à peu près 5000 km. Donc vous voyez tout le départ. Ça part au-delà de l'atmosphère, c'est-à-dire au-delà de 100 km. Il y a plusieurs étages jusqu'à libérer ce qu'on appelle un bus. Et dans ce bus, vous avez 6 têtes qui peuvent être soit nucléaires, soit, et c'est ça la vraie nouveauté, on peut les utiliser de manière conventionnelle, avec de l'explosif peut-être, soit inerte, c'est comme ça que les Russes ont déjà utilisé, soit ce qu'on appelle des fagots, où vous mettez en gros des grosses fléchettes qui, par énergie cinétique, vont faire énormément de dégâts. Donc voilà, particularité évidemment très rapide, mais pas pour autant ce qu'on appelle hypersonique, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus manœuvrable tout le long de sa trajectoire. Pour autant, ça reste, c'est ça la vraie difficulté, c'est que c'est très difficile de l'intercepter. Et sa première caractéristique, alors on peut, les Allemands ont acheté des missiles Arrow 3 israéliens qui peuvent tirer au-delà de l'atmosphère. La France est en train de développer avec son système Aster 30 nouvelle technologie, un moyen qui est peut-être capable d'intercepter, mais pour l'instant on est nu. Et donc ça veut dire quoi? Que les Russes peuvent utiliser, ils l'ont déjà fait, ce missile de manière conventionnelle. S'il était nucléaire, on connaît la logique, on riposte de manière nucléaire, donc il n'y a pas de problème, si c'est terrible, mais au moins c'est clair. Là, ils peuvent nous frapper conventionnellement sur des villes françaises, sur des ports, sur des aéroports, etc. Et là, en fait, on est un petit peu impuissant parce qu'on ne peut pas l'empêcher. J'allais vous demander si nous sommes prêts, donc la réponse est là. Oui et non, c'est-à-dire on se prépare. Et donc on se prépare comment? Il faut, et c'est ce qu'évoquait le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut développer des missiles intercepteurs capables de l'intercepter, comme leur nom l'indique, de les arrêter, mais il n'y en aura certainement pas suffisamment si l'Oreshnik, et c'est notre paramètre important, est produit en série. S'il y en a des centaines, on ne pourra pas tous les arrêter. Et donc il faut aussi, et c'est ce qu'évoquait également le président de la République, développer nous-mêmes une capacité de frappe dans la grande profondeur conventionnelle qui, éventuellement, pourrait être utilisée en représailles contre ce type de tir. Merci beaucoup, colonel. La Russie, elle a utilisé son missile hypersonique Oreshnik dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier pour viser Lviv. On est dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce nouveau tir de missile-là, celui-ci, près de la frontière polonaise, est-elle la preuve, selon vous, Jean-François Colosimo, on peut retourner s'asseoir, merci beaucoup, colonel, est-elle la preuve que nous sommes effectivement, nous, à portée de tir, que nous, les Occidentaux, nous devons prendre tout ça au sérieux, comme le dit le président français? Bien sûr, je crois que nous avons un ennemi qui s'appelle Vladimir Poutine, que tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir en Russie et tant qu'il n'y aura pas eu de changement de régime en Russie, nous resterons menacés, et que... Je dirais, le grand projet de Vladimir Poutine, si ce n'est de nous détruire ou de nous occuper, c'est de nous asservir, n'est-ce pas? Et d'être s'assurer en quelque sorte d'une forme de domination par une neutralisation de notre capacité de le combattre.
Et évidemment, je dirais que le déploiement de ces armes terribles que vient d'évoquer le colonel avec précision nous permet de comprendre que nous sommes dans le viseur de Poutine et que nous n'avons pas un droit infini à l'existence, si ce n'est qu'en étant vassalisés, n'est-ce pas ? Et la Russie, elle est agressive avec nous, non seulement avec ses missiles, mais d'ores et déjà avec toutes ces entreprises de déstabilisation. La Russie, en fait, agit contre nous sur le territoire français d'ores et déjà, avec des manipulations, avec des attaques cyber, avec des manipulations comme le fait de se retrouver avec des carcasses de cochons devant des mosquées ou avec des croix gammées sur des synagogues, n'est-ce pas ? Véritablement pour attiser, je dirais, des climats d'opposition, de guerre civile. Nous avons un ennemi, enfin c'est clair. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si nous avons le temps de rattraper, en fait, un certain retard technologique en termes d'armement, à suivre le colonel Goya. Et la réponse, c'est que pour l'instant, malheureusement, nous n'avons même pas un pouvoir politique assez fort pour instaurer un tel programme. Et que ce retard-là, c'est le retard le plus grave au fond. C'est un retard de conscience sur l'horizon de danger. Samantha Mendern. Oui, le fait d'avoir envoyé ce missile sur l'Ukraine, à la frontière polonaise, est un signe très important. C'est un signe qui nous est envoyé. Moi, je me souviens très bien du jour où les Américains ont compris qu'un Oreshnik allait être lancé sur l'Ukraine, quand le décollage, que les préparations avaient été observées à Kapustynjak, donc qui est l'endroit d'où l'Oreshnik décolle. Tout le monde pensait que ce missile était dirigé vers Kiev. Et en fait, la grande surprise, c'est qu'il atterrit à Lviv sur une centrale de gaz, en fait, donc qui a contribué au problème de chauffage des Ukrainiens. Mais la vraie cible, le vrai message, c'était pour Rzeszów, donc la base de l'OTAN en Pologne, qui est un centre logistique pour l'envoi d'armes en Ukraine. Et là encore, vous entendez la télévision russe, les propagandistes qui se régalent encore une fois à dire voilà, on leur a bien fait comprendre qu'ils sont tout à fait atteignables par notre missile. Donc c'était un message très clair lancé aux Européens. C'était aussi un message à Donald Trump, parce que c'est arrivé très peu de temps après la capture de Nicolás Maduro. C'était pour dire voilà ce dont nous sommes capables, mais pour le moment, on se limite à menacer tes soi-disant alliés européens. Guillaume Roquette. Oui, on se pose la question de savoir si on est impuissant. On l'est en partie militairement, puisqu'on n'a pas forcément les outils de riposte, alors même que cette menace, même si c'était la génération précédente des Oreshnik, elle existait déjà, mais on ne la prenait pas au sérieux. Et malheureusement, il y a en plus une spécificité française, c'est que ça fait 3 mois que l'Assemblée nationale n'arrive pas à se mettre d'accord pour avoir un budget, alors qu'on sait que se remettre à niveau, avoir un outil de défense qui soit à la hauteur de la menace potentielle, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, moi, ce qui me fascine, et c'est pas très encourageant, c'est le contraste entre, d'un côté, c'est vrai, ce qu'on peut appeler une forme de montée des périls, même si je ne vois pas un conflit immédiat, et de l'autre côté, une classe politique française qui a l'air d'être totalement à l'écart de ce danger-là, qui n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Et le problème, c'est que c'est d'abord une question d'argent. C'est-à-dire que si on veut financer toutes ces armes antimissiles dont parlait le colonel Goya, ben ça veut dire qu'il va falloir trouver de l'argent ailleurs. On ne peut pas s'endetter plus. Et ça, personne ne le dit. Et même le président de la République ne dit pas, ben voilà, il va falloir revenir, il va falloir commencer par remettre en œuvre la réforme des retraites, parce que quand les Français bossent plus longtemps, ça rapporte de l'argent à l'État. Et ce discours-là, on l'entend pas. C'est pour ça qu'il est un peu abstrait, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que les Français peut-être ne sont pas conscients du changement d'environnement. Une question d'argent, mais une question également de coopération et de coalition. Je rappelle tout de même que les Allemands avaient proposé ce qu'on a appelé le European Sky Shield Initiative pour protéger le ciel européen, que c'était une initiative avec l'aide des Américains et des Israéliens, et que les Français n'ont pas voulu parce que ce n'était pas une technologie européenne. Mais que fait-on ? Et ça, c'est la réelle question. Quand on n'a pas les stocks, quand on n'a pas les capacités de se protéger par nous-mêmes à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut acheter américain, oui ou non, alors que l'Amérique est dans cette position-là? C'est une vraie question qu'il va falloir trancher, mais pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, et se mettre enfin d'accord sur ces questions-là.
Merci beaucoup, Margot Haddad. Je suis désolée, le temps file. Merci, Margot Haddad. Merci, Guillaume Roquette, Jean-François Colossimo. Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui, Samantha de Bendern. Merci beaucoup, Colonel Goya. Merci. Merci à vous, bien sûr, de nous regarder. Et je le rappelle, vous pouvez également nous écouter. Le podcast, il est là, le QR code. Vous flashez, vous scannez, vous nous écoutez. C'est Deezer, c'est Spotify, c'est Apple Podcast, vos plateformes d'écoute habituelles, dans le métro, sous la douche, en marchant. N'hésitez pas.